en ce samedi matin. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Alors aujourd'hui, on a décidé, Initiative Martinique Active, de présenter un sujet qui est intéressant pour vous, pour ceux surtout qui sont en activité ou qui commencent leur activité en tant qu'entrepreneur social. C'est pourquoi investir et se développer et changer d'échelle pour renforcer son utilité sociale. Donc, on va revenir un peu sur ces mots, investir, se développer pendant cet atelier. Vous aurez la possibilité après, si vous avez des questions, de pouvoir nous recontacter IMA et de prendre rendez-vous avec nous. Alors, quelques règles de bon fonctionnement pour cet atelier. Participation, écoute, bienveillance et bien entendu confidentialité. Toutes les questions peuvent être intéressantes, mais on ne pourra pas forcément répondre à toutes vos questions. Donc, je vous propose de couper votre micro et de garder votre caméra. Et là, on va débuter. Donc, pourquoi cet atelier? L'idée, en fait, aujourd'hui pour nous, c'est de vous présenter un peu France Active, Initiative Martinique Active également, et de vous rappeler notre raison d'être à IMA. C'est d'abord de promouvoir une économie inclusive et durable, de soutenir vos projets d'entrepreneurs engagés. Et c'est parce qu'en fait, on est convaincu que vos projets peuvent transformer la société et qu'ils doivent se développer. Et qu'on pense qu'en investissant, c'est une solution qu'il faut que vous teniez compte dans vos projets. Donc ici, afin de mieux répondre à vos objectifs, en fait, ici, on va identifier en fait ce que c'est que l'investissement, les solutions pour franchir ce seuil et se structurer pour investir, et également vous donner pourquoi pas l'envie. Donc là, comme on est peu nombreux, je vais vous demander de vous présenter, d'indiquer le nom de votre structure, si vous êtes déjà en activité, et puis qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cet atelier dans un deuxième temps. Et après, on répondra tous ensemble à la troisième. Donc, qui se lance? Qui veut bien se présenter? Bonjour, Fabrice Elisabeth. Donc, je suis plutôt porteur de projet. Donc, je n'ai pas d'association, je ne gère pas d'association. Et aujourd'hui, l'objectif de ma motivation, c'est vraiment de capter un maximum d'informations sur cet environnement d'investissement qui est localement établi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup de votre réponse. Quelqu'un d'autre? N'ayez pas peur, on va pas se manger. Bon, moi, je me lance. Karen Toris, Allez, bonjour Madame Doma. Alors, je suis Madame présente, Touré, mais ça va? au titre de l'association Zéro Déchet Martinique, donc au sein de laquelle je suis membre, adhérente et bénévole. Et voilà, c'est parce que l'association souhaite vraiment développer davantage tout ce qui est sensibilisation sur le zéro déchet. Voilà, D'accord, ben, très bien. Ben, bienvenue, Madame Touris. merci. Autre personne? Non, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres personnes. Alors, Madame Toris, comme vous êtes là et que vous êtes la seule en activité, est-ce que récemment votre structure a investi? Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu pourquoi cet investissement, si vous avez investi? On n'a pas fait de gros investissements, au niveau de l'association. C'est vraiment non, c'est du petit matériel plutôt, acheter un chapiteau, des choses comme ça pour pouvoir faire des réunions en extérieur. Ah si, il y a eu quand même un investissement. On a acheté en fait un véhicule qui nous permet de nous déplacer pour faire tous les ateliers, partout sur l'île. Donc bon, un véhicule D'accord, d'occasion, hein, donc voilà. Mais effectivement, je pense que c'est le plus gros investissement que l'association ait fait. d'accord, ok. Et aujourd'hui, euh, est-ce que vous êtes prêt à investir? Est-ce que vous avez des réticences à investir? Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez sur est-ce que c'est le moment ou pas d'investir? Alors, il y a des questions qu'on se pose parce qu'on a des projets, en fait, qu'on aimerait mettre en place et développer et qui peuvent nécessiter, quelques investissements. Ce sont pas des gros investissements, mais quand même, voilà, il y aura des choses. Ok. Donc oui, on est en questionnement, on fait des études de faisabilité, sur certains projets pour voir, si ce sera possible. D'accord, très bien.
Alors, justement, aujourd'hui, on va faire connaissance avec deux exemples qu'on va suivre pendant l'atelier. Il n'y a pas mieux que les exemples. C'est Marco et Zoé, en fait. Donc, on a deux entrepreneurs engagés qui sont dans deux activités. Donc, on a d'abord Marco qui a une conserverie de confiture Taternade et qu'il fait à partir d'invendus. Donc, c'est plutôt ce qu'on appelle un traiteur anti-gaspi. Et il y a 8 salariés permanents et la structure, en fait, a connu des difficultés pendant la pandémie et elle a besoin d'accompagnement pour justement redéfinir ses priorités de développement. Donc, est-ce qu'elle doit recruter? Est-ce qu'elle doit créer un site en ligne? Par ailleurs, est-ce que justement, là, aujourd'hui, est-ce que c'est le bon moment pour elle d'y aller, d'investir? Donc, Marco nous dit, voilà, j'ai besoin de prendre confiance et d'être inspiré pour que ces changements soient réalisables. Donc là, on a quelqu'un qui est un peu réticent, qui se dit, est-ce que c'est le moment ou pas d'y aller, d'investir? Et de l'autre côté, on a Zoé, qui est dirigeante de French Free, pardon, qui a une association qui porte un chantier d'insertion qui est spécialisé dans la collecte et la valorisation de textiles. Donc, elle a 15 employés permanents, la structure s'est bien développée, les locaux, en fait, devenaient trop petits. Et elle a fait justement le choix de déménager pour un bâtiment plus grand et d'investir en fait dans le nouveau camion électrique pour le collecter les dons sur le territoire non couvert. Donc elle, par contre, elle est convaincue que l'investissement est la solution pour franchir des caps. Donc pour elle, elle investit parce qu'elle y croit. Donc on a quand même deux positions différentes en fait, avec deux entrepreneurs qui ont deux visions différentes et c'est eux qu'on va suivre pendant tout l'atelier. Il y a un mot qui est ressenti, c'est investir. Donc, les questions qu'on peut se poser, c'est déjà pour qu'on soit tous d'accord, c'est qu'est-ce que ça veut dire investir et quel est le rapport avec la situation des entreprises de l'ESS et les associations aujourd'hui. Pourquoi, justement, Marco se pose la question, pourquoi je devrais investir et même si je voulais le faire, comment faire et par quoi commencer. Donc, c'est la même chose quand on démarre un projet. Je démarre par quoi? Si je dois lancer mon activité, ben, qu'est-ce qu'il me faut acheter en premier pour l'activité? Donc ici, les questions qui se sont posées, là, ce sont les questions que nous allons traiter pendant l'atelier. Alors, le programme sera de façon suivante. Donc d'abord, qu'est-ce que veut dire investir? Le rapport avec les entreprises de l'ESS et leur situation. Pourquoi faudrait le faire? Et même si je voulais le faire, comment je commence? Alors, qu'est-ce que ça veut dire investir? Très bonne question. On a deux notions du mot investir. On a d'abord la notion économique et la notion comptable. Donc là, on voit par exemple, dans l'exemple en fait de French Flip, donc French Flip, c'est ceux qui font de la récolte de textiles, qui ont déménagé, qui ont investi dans de nouveaux infrastructures. Donc en fait, ils ont un quai local plus grand, ils ont de nouveaux camions électriques qui vont leur permettre vraiment de couvrir tout le territoire et de collecter et recycler en fait davantage de dons. Par ailleurs, en fait, leur nouveau local va accueillir un atelier de formation de couture qui est pensé autour de la formation des couturières. Donc ici, en fait, on a une montée en compétences pour intégrer le parcours de French Flip et en fait, on a des postes d'opérateurs de confection au sein de l'unité. Donc ici, on voit que l'investissement, pour eux, a une vision stratégique, ce qui permet en fait de voir le lien avec un investissement dit stratégique, structurant et non structurant. Donc, si on s'intéresse à la notion d'investissement, économiquement, on vous dit que ça repose sur un détour de production. Donc, on va consacrer des moyens, que ce soit de l'argent. Donc, souvent, on pense qu'à l'argent, mais il y a aussi le temps, l'énergie, qui vont nous permettre d'acquérir quelque chose qui va nous permettre ultérieurement d'être plus efficace une fois qu'on l'a acquise. Et donc, ça sert à augmenter finalement notre efficacité, productivité. Et pour les structures de l'ESS, ça nous permet d'améliorer surtout notre utilité sociale. Et là, alors, investir ne signifie pas forcément acheter. On peut investir dans du temps pour mettre en place des process pour communiquer en vue de bénéficier, par exemple, de dons matériels. Donc, ça aussi, c'est investir, hein. Quand j'investis du temps dans ma communication, dans ma stratégie, si j'investis en fait aussi. Et puis la notion comptable qu'on connaît, ça se définit par une dépense qui est amortissable et qui augmente le patrimoine de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on retrouve à l'actif du bilan.
Donc ici, en fait, on voit bien qu'il y a des enjeux économiques, par exemple pour Zoé, ici, qui est de réemployer, de recycler, de réduire également les coûts d'incinération des déchets. Et en fait, elle participe aussi à l'économie locale par la vente des textiles revalorisés. Donc ça, c'est un enjeu économique. Et puis, on a également un enjeu environnemental qui va être de réemployer, de recycler, également de préserver les ressources naturelles. Donc voilà. Alors, je vais passer dessus. Donc, investir, qu'est-ce que c'est? On va distinguer deux types d'investissement. L'investissement structurant, par exemple, un camion qui va engager fortement l'entreprise d'un point de vue stratégique, et un investissement non structurant, donc en fait, qui ne va pas engager l'entreprise au niveau, en fait, la structure au niveau de sa stratégie, mais qui consiste finalement à améliorer le quotidien. Donc, dans l'exemple de French Flip, donc l'exemple de Zoé, en fait, elle a investi dans des camions dits plus propres, des camions électriques pour desservir justement son territoire qui est non couvert. Et là, elle va pouvoir collecter davantage de dons. Donc, ici, en fait, quand on réfléchit à son investissement qu'elle a fait pour ces camions, on est dans un investissement qui est beaucoup plus structurant. Par contre, si elle avait choisi de juste renouveler en fait l'existant de ces camions parce qu'ils étaient vieillissants, ici, on serait dans un investissement non structurant. On peut prendre aussi l'exemple de J'aime le bocal, donc notre ami Marco qui fait du recyclage de produits pour faire des confitures et autres. Ici, en fait, s'il fait le choix d'investir dans un site Internet, par exemple, qui lui permet de développer la vente en ligne, donc de toucher une clientèle beaucoup plus large, d'investir finalement les outils numériques, en fait, là, on sera dans un investissement structurant pour la structure, puisque là, ça lui développe des perspectives, en fait, de marché. Donc, en fait, il ne faut pas que vous vous disiez, en fait, que ces investissements ne sont pas forcément, sont des fois insuffisants ou peu structurés. Aujourd'hui, ça dépend de la stratégie que vous mettez derrière quand vous faites vos investissements. Alors, comme on l'a vu, l'investissement structurant, on va pouvoir augmenter la capacité de production, améliorer les conditions de travail, mais aussi permettre d'offrir une nouvelle offre de produits. Et puis, investissement non structurant, on est vraiment dans l'idée de remplacement d'une machine obsolète, en fait. Il faut ici qu'on soit clair en fait sur le mot investissement, qui peut être compris de différentes manières. Il s'agit en fait de se poser la question à chaque fois, est-ce que ça me permet d'augmenter, d'améliorer ou de créer une nouvelle offre de produit, par exemple? Et puis, si cet investissement ne le fait pas, finalement, c'est un investissement non structurant. Donc ici, on avait donné l'exemple de la friperie, donc qui a décidé d'acheter un camion, donc pour eux, ça est structurant. Par exemple, et autre cas pour une structure, une entreprise d'insertion qui fait de l'espace vert et qui remplace son camion qui est souvent en panne. Ici, on n'est pas dans quelque chose en fait qui est structurant, puisqu'elle en achète juste un nouveau pour pouvoir bien exécuter ses contrats. Donc là, j'espère que j'ai rendu la définition assez claire pour tout le monde. Alors, de façon concrète, en fait, investir, ça repose, comme on l'a dit tout à l'heure, sur ces notions, augmenter l'efficacité, améliorer l'utilité sociale. Donc, investir de façon structurante, en fait, ça va engager fortement votre structure d'un point de vue stratégique et également, en fait, va vous permettre de revoir aussi votre stratégie. Donc, à IMA, en fait, nous pensons que les entreprises et associations de l'ESS devraient faire évoluer leur stratégie pour qu'elles comprennent qu'un investissement doit être structurant. OK? Alors, quel est le rapport finalement? Parce que souvent, on entend parler d'investissement pour les structures dites classiques ou pour les grosses structures. Mais quel est le rapport avec la situation des entreprises et associations de l'ESS aujourd'hui? Ben, d'abord, on va partir des constats. Quel est le constat aujourd'hui actuel? Ici, c'est que pour investir, qu'on ne doit pas, en fait, malgré le contexte, y renoncer. Donc, l'idée, en fait, c'est que l'investissement, elle permet, en fait, d'avoir des perspectives et aussi d'avoir une réflexion, de garder en tête que toutes les situations, qu'elles soient favorables ou non, on ne doit pas les subir, en fait, mais on doit faire des choix. Donc, ici, on a Marco qui se pose la question, qui dit, voilà, les crises sont nombreuses. Comment relever le défi de changer les choses, en fait?
Donc là, il faut également vous prévoir du temps afin de réfléchir à ces questions. Donc, un des premiers constats qu'on fait, c'est aujourd'hui l'inflation. Là, il y a pas photo aujourd'hui. L'inflation, on le voit dans le panier moyen aujourd'hui, tout augmente, tout devient difficile. On a également l'explosion des prix de l'énergie. Alors, on va dire que pour la Martinique, on est dans un cas particulier parce qu'on a un seul fournisseur d'énergie, c'est EDF et la SARA, donc les prix sont encadrés, mais quand même, on voit une augmentation de l'explosion des prix de l'énergie. La sortie de la crise sanitaire n'a pas été facile pour tout le monde. On a vu qu'il y en a eu qui se retrouvés sur le carreau. On a également les crises environnementales, en fait, qu'on constate aujourd'hui, les changements climatiques et autres. Et puis, les tensions sur les financements publics. De moins en moins, en fait, d'acteurs publics vont financer les structures de l'ESS et les associations. De ce constat, en fait, ici, c'est qu'on rappelle que les ESS ne font finalement que subir le contexte, mais elles peuvent apporter et elles apportent des solutions. Donc, préparer le fait qu'un investissement structurant, ça peut être une réponse pertinente au contexte qu'on vit actuellement. Donc, par exemple, vous jouez un rôle important dans tout ce qui est réponse sociale. Mais vous devez justement vous poser la question, comment je trouve les ressources pour faire évoluer mon modèle économique tout en restant concentré sur mes réponses sociales. Parce que souvent, on oublie qu'on doit, en tant que structure de l'ASS, on répond à un besoin social, on ne doit pas le perdre au fil, en fait, de notre activité. Les constats, c'est finalement, est-ce que je dois investir ou pas? Alors, Zoé dit bien sûr que oui. Marco se pose la question de comment en fait? Parce que le contexte aujourd'hui est difficile. On peut se dire, mais c'est pas le moment justement d'y aller. Au contraire, aujourd'hui, d'abord, en fait, il faut continuer dans un premier temps à exister. Donc ici, en fait, le rôle de l'ESS, ça représente une sorte de plan qu'on va devoir suivre, en fait, d'abord en interrogeant sur une stratégie d'investissement qui permet de suivre, en fait, et d'augmenter son impact. Parce que l'impact, c'est ce qui est très important pour les structures de l'ESS. Donc, lorsqu'on est une association d'utilité sociale et que ça disparaît, en fait, c'est un savoir-faire qui disparaît, c'est des connaissances du territoire qui disparaît et c'est des besoins, en fait, qui ne seront plus couverts. Donc, d'abord, le premier constat, c'est que les structures de l'ESS doivent survivre, doivent exister. Ça, c'est le premier constat. Ensuite, en fait, elles doivent augmenter leur impact. Si les besoins augmentent, il faut pouvoir y répondre finalement et mieux y répondre. Donc, ce plan d'investissement, en fait, c'est un plan qui va vous permettre de suivre en quoi elle va vous aider à augmenter votre impact sur le territoire. Et pour tout cela, en fait, il vous faut avoir une stratégie d'investissement, c'est-à-dire finalement une stratégie d'investissement structurant. Est-ce que jusque-là, tout le monde m'a suivi? Oui. Alors, pourquoi finalement, je me dis, l'inflation, la crise sanitaire, l'augmentation de l'énergie, pourquoi finalement faudrait que j'investisse? Parce qu'une stratégie, en fait, elle est au service de l'avenir d'une structure. Votre environnement évolue parfois vite, mais vous devez également y aller. Donc, c'est une bonne façon finalement, quand on doit faire des investissements, ça nous permet de revoir aussi notre stratégie. Donc, parce que les financeurs n'ont plus la même politique, vos bénéficiaires n'ont pas forcément toujours les mêmes besoins, vos clients n'ont plus les mêmes habitudes et qu'il y a également d'autres acteurs qui se positionnent et certains disparaissent. Donc aujourd'hui aussi, ça vous permet d'ajuster dans le temps votre offre, votre organisation, votre process, mais est-ce que vous allez finalement assez vite pour répondre à ces besoins? Donc, la stratégie d'investissement, elle est d'abord au service de l'avenir de la structure, en fait. C'est une bonne façon, comme on l'a dit, de revoir sa stratégie tout court et de s'adapter, en fait, plus facilement et d'éviter les pièges. Donc, ici, penser l'évolution de son offre, c'est d'abord revoir à long terme sa stratégie de consolidation, d'amélioration, de développement et de diversification.
Donc, quand on va créer son activité aussi, il faut qu'on pense, est-ce que je réponds aux besoins de mes bénéficiaires? Quelles sont leurs habitudes? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui se positionnent sur le même secteur que moi? Est-ce que tout le monde couvre le même secteur et les mêmes besoins? Donc, en fait, il faut garder en tête que la stratégie, c'est le moteur de votre action. Donc, il faut identifier pour vous et prioriser en considérant les risques, les investissements que vous devez faire et les moyens que vous devez mettre à côté. Exemple, que votre chiffre d'affaires doit être moins dépendant des subventions, donc que les activités que je veux développer et que les investissements vont servir au développement de ce chiffre d'affaires. Ça, c'est important. Donc, quand on parlait d'une stratégie au service de l'avenir de la structure, il faut également que vous pesiez plus les politiques publiques, parce que de moins en moins d'acteurs publics financent les structures, franchir certains seuils également, prendre du recul. Donc, se développer, en fait, c'est par exemple euh, ça permet de peser plus les politiques publiques, mais exemple, la coopération entre acteurs. Se développer, donc quand on parlait des seuils, en fait, il est des fois plus facile de créer une nouvelle activité que de faire évoluer les anciennes par petites touches. Donc, se développer aussi, c'est adapter un nouveau, euh, un nouveau SI, par exemple, à ses besoins pour pouvoir faire évoluer de façon plus conséquente l'ancien SI qui devient obsolète, qui devient une contrainte. Et puis, se développer, ça va forcer également les dirigeants et la gouvernance à prendre du recul et à s'interroger sur le projet et anticiper les menaces. Quand on parle également de stratégie au service de l'avenir des structures, en fait, on se dit, voilà, quelles sont les solutions pour sortir par le haut d'une difficulté, en fait. Donc déjà, une situation de difficulté économique et financière, ce n'est pas forcément le moment qu'on se dit d'avoir une stratégie d'investissement. Dans ce cas, peut-être que vous vous trompez, en fait, en vous disant, mais comme là, on connaît des difficultés économiques et financières, c'est pas le moment d'investir. Bien sûr, il faut éviter la fuite en avant qui va consister justement à répondre à tous les appels à projets, à tous les appels d'offres, à démarcher de nouveaux clients, sans regarder finalement les coûts que ça va nous coûter de mettre en place ce nouveau projet alors qu'on est déjà en difficulté. Ça, c'est pas forcément avoir une stratégie, ce n'est pas une stratégie d'investissement. En revanche, quand on a une stratégie d'investissement, en fait, c'est que on réfléchit à une solution pour sortir par le haut et surtout si elle a des causes économiques. La stratégie d'investissement est aussi et d'abord un service au niveau de votre impact. Qu'est-ce que c'est que l'impact? L'impact, il peut être fait de façon qualitative. On répond à un besoin qui est encore non couvert de ses bénéficiaires. On met en avant des moyens au service de la qualité et également au service de l'efficacité. Donc, l'exemple, par exemple, pour J'aime le bocal, donc l'entreprise de Marco, ici. Donc là, en fait, les moyens au service de la qualité, ça peut passer, par exemple, en passant plus de temps avec les bénéficiaires, grâce au temps qu'on a accordé à la mise en place des outils numériques. Donc là, ça me permet de gagner du temps dans le démarchage et de pouvoir consacrer plus de temps à mes bénéficiaires. Exemple également pour augmenter de façon quantitative son impact pour J'aime le bocal, c'est en mettant par exemple en avant euh, un délai beaucoup plus rapide pour répondre aux besoins de ses bénéficiaires grâce à l'outil numérique par exemple. Votre impact aussi, on a vu la partie qualitative, mais elle peut également être faite de façon quantitative. Donc, c'est en allant sur les territoires qui sont non couverts, c'est de proposer une offre à un public qui n'est pas encore touché. Donc, si on prend l'exemple de J'aime le bocal, en passant plus de temps avec les bénéficiaires grâce aux outils numériques, par exemple, elle va avoir une augmentation qualitative et comme on l'avait dit quantitative, ben, c'est sa capacité de répondre de façon plus rapide. Alors, une stratégie au service de l'avenir, c'est également investir dans les transitions, qu'elles soient écologiques et numériques. Donc, transition écologique, c'est de faire face aux risques climatiques et de devancer finalement les réglementations et d'objectiviser en fait ces impacts. Donc, quand on prend l'exemple de French Flip, l'exemple de Zoé, en fait, la structure a fait le choix pour les locaux d'aller dans des locaux beaucoup plus grands
Et pour cela, en fait, ça lui permet d'offrir de meilleures conditions de travail à ses salariés, donc d'avoir un environnement de travail plus agréable, de réduire ses factures d'énergie en intégrant un bâtiment mieux isolé que le précédent, qui était une passoire un peu thermique. Et ici, en fait, on est dans une augmentation, par exemple, par rapport à l'écologie, on a déjà anticipé les augmentations du prix de carburant. Les véhicules canapés électriques également permettent d'anticiper ces éléments-là, en fait, par rapport à l'environnement. La transition numérique, ben, c'est renforcer la relation avec les bénéficiaires de façon quantitativement, donc en touchant un plus grand nombre, en améliorant également le service produit et de repenser aussi à l'organisation de sa structure. Un troisième élément dans la stratégie d'investissement, ben, c'est l'accompagnement des ressources humaines. C'est-à-dire que quand j'investis, je dois vraiment prendre tout ça en considération. Donc, si on prend l'exemple de French Flip, par exemple, sur les ressources humaines, c'est d'offrir des conditions de travail à ses employés, un environnement plus agréable. Donc là, on est vraiment dans l'accompagnement des RH, puisqu'il y a également une formation prévue pour les personnes qui arrivent dans cette entreprise, dans cette association insertion, dans la couture. Et puis, quand on parle aussi de coopération entre acteurs, c'est d'organiser une réponse globale sur le territoire, c'est de mieux répondre aux besoins des bénéficiaires et également d'accéder à de nouvelles compétences et de faire face aux contractions des financements publics. Un autre cas, c'est la stratégie de l'avenir. Ben, qu'est-ce que ça qu'est-ce que finalement ma stratégie d'investissement elle a sur ma structure? C'est que peu importe la taille, qu'on soit une petite structure qui crée ses premiers emplois à la très grosse, on doit penser à ces éléments-là. Et également, tous les secteurs d'activité, de l'activité très marchande à l'activité des ressources publiques, je dois avoir un sens de l'avenir pour ma structure dans ma stratégie d'investissement. Donc là, on se dit, voilà, OK, je dois investir, mais est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que c'est le moment de le faire? Mais par quoi je commence finalement? Tout simplement par ma gouvernance, ensuite mes équipes et mes partenaires. Donc, la gouvernance, les membres peuvent apporter leurs connaissances, un regard qui est intéressant, se mobiliser ou se remobiliser pour certains autour du nouveau projet et être un appui aux dirigeants. Donc, l'application de la gouvernance dans une stratégie d'investissement, elle est obligatoire. Souvent, on a une direction qui va réfléchir à la stratégie d'investissement sans concerter la gouvernance. Et ça, c'est pas bon. Une stratégie d'investissement au niveau de l'équipe, on va être plus là sur la partie mise en œuvre, donc sur la partie qu'on aura sollicitée après les réflexions. Donc, c'est à l'occasion ici de mobiliser, de partager des objectifs communs. Et les partenaires, en fait, c'est de leur faire savoir que par rapport à ce projet, on va faire évoluer notre positionnement qui va les impacter également et qui peuvent être justement partie prenante de ces évolutions. Donc, vous ne devez pas non plus les oublier. Quand on est dans une stratégie d'investissement, ben, c'est comme une conduite de voiture. Donc, on doit regarder son environnement et le comprendre avant de prendre des décisions. Donc, ici, l'important, c'est de bien poser tous les éléments, l'environnement, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, une bonne situation est celle où l'environnement et le position et les moyens, entre guillemets, sont alignés. Donc ici, on va également inclure dans l'environnement les concurrents, les clients, les financeurs publics ou privés, mais aussi les bénéficiaires. Autant dire, on va regarder finalement l'évolution du besoin social, environnemental auquel on répond. Donc ici, c'est de vous faire comprendre que tout problème économique passé ou à venir, en fait, vient d'un alignement défaillant entre ces trois éléments, c'est-à-dire les moyens, votre positionnement et l'environnement. Donc, une bonne stratégie, c'est celle en fait où l'environnement, le positionnement et les moyens sont alignés. Donc, l'environnement, en fait, c'est ce que vous constatez en tant qu'entrepreneur, sur quoi il n'y a pas ou que vous avez très peu de prise. Donc, à noter que dans l'environnement, on inclut les concurrents, comme je l'ai dit, et également les financeurs publics.
Une bonne stratégie, on l'a dit, c'est également sur le positionnement. C'est ce que l'entrepreneur décide. Donc, c'est votre offre, c'est votre prix également. Et enfin, sur les moyens, en fait, c'est les compétences, votre organisation et évidemment vos investissements. Donc, le problème, en fait, entre le positionnement et les moyens, en fait, ça a un impact sur votre production, sur votre activité, en fait. Donc, il est très important, en fait, que sur le positionnement, in fine, en fait, qu'elle soit aussi alignée sur votre environnement. Donc, par exemple, dans un contexte marchand, les besoins des clients évoluent et la réponse de l'entreprise ne leur convient plus ou ne répond plus suffisamment aux éléments. Donc là, en fait, on est ici dans des clients qui vont aller voir vos concurrents directs ou indirects qui vont mieux répondre à leurs besoins. Donc là, quelqu'un d'autre va prendre votre place. Dans un contexte non marchand, le risque, en fait, c'est la déconnexion avec les nouveaux besoins de vos bénéficiaires. Par exemple, la baisse de pertinence de réponse aux besoins sociaux. Vous ne répondez plus aux besoins de vos bénéficiaires. Ou on a un risque de déconnexion avec vos financeurs qui considèrent en fait que vous ne répondez plus aux besoins, donc pourquoi il continuera à vous financer? Donc là, ça peut être des pertes de subventions ou de dons. Donc, il est important ici que vous ne devez pas subir l'évolution, vous devez l'anticiper et donc, en fait, vous devez investir. En résumé, un investissement structurant est un investissement qui fait évoluer votre stratégie de structure, que ce soit en développement, en redressement, une nouvelle activité, un nouveau public. Le contexte actuel est difficile et c'est une raison de plus pour réaliser un investissement structurant afin que vous vous adaptez à votre environnement. Troisième étape, c'est que mener à bien ce travail va vous nécessiter des prérequis, un partage, une co-construction avec votre gouvernance, vos salariés et vos partenaires. Et une bonne stratégie est une stratégie qui va reposer sur le positionnement choisi, qui est cohérent avec votre environnement et qui évolue et dont les moyens sont déployés, sont cohérents avec votre positionnement. Donc ici, on a Marco qui a entendu les conseils de Zoé, donc il va mûrir sa réflexion de savoir aujourd'hui s'il est prêt ou pas à investir. Un petit rappel, c'est que l'investissement, c'est une solution pour se développer et franchir des caps, mais aussi de s'assurer d'être là demain. Les transitions numériques, écologiques, organisationnelles de coopération sont indissociables en fait de l'investissement. Elles vous permettent de repenser et de développer votre structure de manière durable et solidaire. Donc, ici, vous voyez bien en fait une stratégie d'investissement. Elle se définit avec ses moyens. Donc, l'idée aussi, c'est que pour vous accompagner dans ces investissements, IMA, en fait, on a mis en place des solutions financières, des solutions d'investisseurs. Donc, nous avons des financements qui sont à titre gratuit, qui vont jusqu'à 50 000 euros à taux zéro. Et nous avons des investissements où là, on va avoir un taux. Par contre, on va avoir des différés qui vont être beaucoup plus importants pour justement vous permettre de faire votre investissement, de lancer l'activité en attendant d'avoir les premiers remboursements, donc des différés qui peuvent aller jusqu'à 4 ans. Donc, ce que je vous propose, pour ces éléments-là, en fait, quand vous avez un besoin d'investir, c'est de venir nous voir pour vous accompagner sur tous les éléments que nous avons vus. Aujourd'hui, nous avons mis également en place des ateliers pour vous accompagner dans vos investissements et dans vos projets. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une petite question. Allez-y. Est-ce que donc les outils que vous proposez sont accessibles à l'ensemble des structures de l'ESS ou est-ce que c'est uniquement les associations? Par exemple, est-ce que des SIC seraient éligibles? Alors, tout le monde est éligible. Aujourd'hui, que vous soyez société commerciale de l'ESS avec votre agrément ESUS, que vous soyez une SCOP ou que vous soyez une SCIC, vous êtes éligible aujourd'hui à tous nos financements. D'accord, merci.
Y a-t-il des questions? Vous devriez profiter D'autres pleinement de sa questions? présence pour poser les questions. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir quand on parle des financeurs qu'on vient de vous présenter. Donc, voici ce qu'on propose, notre prêt, ceci et cela. Aujourd'hui, on a changé notre positionnement parce qu'on veut vraiment accompagner à l'investissement. Donc, on est d'abord dans de l'accompagnement et du conseil à l'investissement. Et après, on parlera de nos outils financiers. S'il y a besoin d'une banque, on est partenaire avec des banques. Vous permettre également de connaître un peu l'environnement, donc les subventions qui seraient peut-être éligibles à votre secteur d'activité, par exemple. Alors après, nous, on va vous diriger vers les partenaires qui sont dans ce domaine-là. Excusez-moi, bonjour. Serait-il possible de remettre la diapositive où il y avait votre adresse, s'il vous plaît? Merci. Il n'y a pas de souci. Juste repartager. Voilà. S'il y a des questions, je ne sais pas. Alors, profitez de la présence de Madame Goma pour effectivement avoir tous les éclairages dont vous avez encore peut-être besoin. Comme elle vous l'a expliqué, hein, c'est vraiment une démarche d'accompagnement qui vous est proposée. C'est pas juste vous donner de l'argent pour donner de l'argent. On est vraiment dans un accompagnement de votre stratégie pour justement qu'il n'y ait pas d'erreur d'investissement. Et c'est une démarche globale. Derrière IMA, il y a effectivement des leviers financiers possibles, mais ce qui compte avant tout, c'est d'abord d'accompagner votre process et de voir comment l'inscrire dans la durée. Alors, plus de questions, pas de regrets. Une fois, 2 fois, 3 fois. Allez, alors on vous remercie en tous les cas pour votre présence à ce webinaire ce matin. On remercie sincèrement Madame Goma d'être venue ce matin, samedi, pour nous présenter aussi cette possibilité et cet accompagnement. Et on va poursuivre à 10 heures avec une intervention de Madame Sébarek au titre d'Exocet sur les fonds européens. On vous remercie de votre écoute. Merci Merci de beaucoup. votre présence. Merci encore, Madame Goma. Merci, au revoir. Au revoir. Bon week-end, au revoir. Au revoir.